Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle conférence des jeudis de la MSHE. Alors, je dois excuser André Didier-Jean, qui est le grand organisateur de cette affaire et qui avait des obligations qui l'ont retenu loin d'ici. Et donc, je le remplace impromptu. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Barral, ex-directeur de la MSHE et professeur d'archéologie. Alors ça me fait très plaisir aujourd'hui de présenter mon collègue Benjamin Clément, qui a été recruté à l'université de Franche-Comté en 2019 comme maître de conférence en archéologie de la Gaule romaine. Benjamin est spécialiste de l'époque romaine et particulièrement de la ville. Et il s'intéresse depuis sa thèse qui portait sur les constructions et la vie à Lugdunum, donc à l'économie de la construction à l'époque romaine, mais aussi aux questions de matières premières, de savoir-faire artisanaux mobilisés dans la construction gallo-romaine. Avant d'être maître de conférence chez nous, il a eu un passé professionnel. Il a été responsable d'opérations en archéologie préventive dans la société Archéodunum, c'est-à-dire qu'il a conduit un certain nombre d'opérations d'archéologie qui sont liées aux aménagements, aux grands travaux. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a eu la responsabilité d'une opération sur un faubourg de la Vienne antique, donc Sainte-Colombe, qu'il va nous présenter aujourd'hui. Et il a eu la chance, dans cette fouille, de mettre en évidence des vestiges particulièrement bien conservés qui permettent d'avoir une idée de la physionomie d'un quartier de ville antique, mieux qu'on ne pourrait le faire sur d'autres sites, parce que quand on est archéologue, on travaille très souvent sur les fondations, ce qui nous reste des fondations, et il est rare qu'on ait ce qu'on appelle des parties d'élévation qui permettent d'avoir une idée disons, de la physionomie des bâtiments. Donc des découvertes très importantes. Et donc, je vais céder la parole à Benjamin pour 1h10, 1h15 à peu près. Et puis ensuite, on aura la séance de questions traditionnelles. Voilà. Voilà, voilà, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour écouter cette conférence. Je tiens tout d'abord à remercier André Didier-Jean et Philippe Barral de m'avoir invité à vous présenter les résultats d'une fouille que j'ai eu la chance de mener en 2017 pour la société Archéodunum, avant la construction de 4 immeubles avec parking dans un secteur situé au bord du Rhône, dans un secteur assez bucolique de la ville de Vienne. Et donc cette opération, c'est un peu la dernière opération que j'ai menée avant d'être nommé à l'université. Et puis elle a été assez médiatisée à l'époque, notamment, vous allez le voir, grâce à la découverte de vestiges particulièrement bien conservés, avec beaucoup de mobilier, et puis surtout par la découverte de 31 mosaïques, dont certaines parfaitement conservées, que je vous présenterai aujourd'hui, et notamment 2 mosaïques particulièrement exceptionnelles sur lesquelles je m'attarderai un petit peu plus. Surtout, l'intérêt de ce chantier, c'est que pour la première fois, à Vienne, qui est bien connu des archéologues et qui est fouillé depuis longtemps, des découvertes sont nombreuses, ça a été l'occasion d'analyser l'évolution d'un quartier antique, d'un quartier urbain, de sa mise en place autour du règne d'Auguste, on verra, jusqu'à son abandon et sa réoccupation au Moyen-Âge. C'est une manière d'observer l'évolution de la ville de manière diachronique. Et souvent, on a une vision très figée, finalement, des vestiges dans le temps, à un moment donné. Et là, l'avantage de ce chantier, par cet état de conservation, nous permet de nous déplacer dans le temps, tout en restant localisé dans un secteur géographique précis.
Alors, en introduction, rapidement, juste vous remettre un petit peu en contexte sur Vienne à l'époque romaine. Voici deux plans, un plan à gauche des vestiges et un plan à droite interprété de la ville de Vienne à l'époque romaine qui se situe grosso modo à 30 km au sud de Lyon, dans la vallée du Rhône, au bord du Rhône, à la confluence avec un petit cours d'eau qui s'appelle la Gère. Et ce secteur constitue la capitale de cité des Allobroges, un peuple très important du territoire gaulois. Sans doute qu'à l'époque gauloise, il y avait un oppidum à cet emplacement, mais malheureusement, les données sont très ténues pour arriver à le vérifier. Et la ville romaine, elle, en tout cas sous une forme de colonie, devait être fondée sans doute par César à un moment donné qui en avait le projet. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu aller au bout de cette idée. Et c'est son successeur, Octavien Auguste, qui reprend cette idée et qui fonde la colonie sans doute entre les années 40 et 27 avant Jésus-Christ, en rive gauche du Rhône, à la confluence avec la Gère. La ville, très rapidement, se développe sur les deux rives du fleuve, et ça, c'est un peu une caractéristique de ces villes de la vallée du Rhône, comme Lyon ou Arles. Et dès l'époque augustéenne, en fait, la ville sort de ses remparts. Son dynamisme économique est très important. Et donc, elle se développe en rive droite du Rhône, à l'emplacement, justement, des fouilles qui ont été menées en 2017. Si vous connaissez un petit peu Saint-Romain-en-Galles, ou si vous êtes amateur d'archéologie, vous connaissez sans doute le site, en tout cas, si vous voilà le site archéologique de Saint-Romain-en-Galles qui est situé juste ici avec son très beau musée. Et donc les fouilles se situent en contrebas. On vient véritablement marquer la limite sud de cette occupation qui n'est pas intramuros mais qui reste une occupation urbaine associée à la colonie de Vienne. Alors en réalité, ce n'est pas une, mais deux opérations qui ont eu lieu. Une première en 2016, située à gauche ici, qui a permis de dégager déjà un premier quartier avec des maisons, avec des boutiques, des maisons déjà assez luxueuses. Quelques mosaïques et sols en marbre avaient pu être mis au jour. Tout à fait intéressant. Et là, on était sur une opération de suivi de travaux pour l'aménagement de rues, pour essayer de construire un lotissement. Malheureusement, les vestiges étant tellement bien conservés que le lotissement a été abandonné et que c'est redevenu un parc, tant mieux pour l'archéologie. Et l'année suivante, en 2017, l'opération dont je vais vous parler aujourd'hui a été réalisée dans ce secteur pour une surface à peu près de 7000 m², ce qui est assez important en contexte urbain. Et cette surface a permis de dégager la quasi-totalité d'un îlot urbain complet, ce qui est assez intéressant. Îlot urbain qui est délimité côté ouest par une voie très importante qu'on appelle la voie dite de Narbonnaise, sans doute le tronçon de voie qui part de Lyon et qui va jusqu'à Arles en passant par la vallée du Rhône. Donc un axe viaire très important. Côté est, on est limité directement par le Rhône et donc sans doute des berges, des quais. Côté sud, en tout cas, c'est un pont romain qui permet de franchir le Rhône, qui vient limiter également l'îlot, qui a été mis en évidence il y a quelques années par une collègue, Laurence Brissot. Et puis, côté nord, on restitue une petite rue qui vient délimiter un îlot qui devait, lui, grosso modo, faire une superficie d'à peu près 10 000 m². Alors, dès le départ, cet îlot, il est occupé, en tout cas, par deux pôles d'activité, entre guillemets. Côté rue, un pôle d'activité plutôt domestique, avec des maisons et des boutiques. Et puis, côté fleuve, un pôle d'activité plutôt collectif, voire public, avec la mise en place d'un très grand édifice, dont on discutera un petit peu après. Donc voilà, ces deux opérations sur 2 ans, elles ont permis de dégager quasiment 1,5 hectare de superficie antique dans ce quartier, ce qui est assez énorme, avec des vestiges très bien conservés. Et puis surtout, on le verra, pour la seconde opération, on a eu la chance finalement d'avoir 2 incendies successifs qui ont ravagé les vestiges, les ont figés, un peu comme un instantané, et nous ont permis d'avoir une vision, en tout cas extrêmement précise, à la manière un petit peu des ruines qui ont été dégagées, ou qui sont dégagées en tout cas depuis le XVIIe siècle à Pompéi. Alors, cette présentation, elle va être diachronique. On va faire ça simplement. On va commencer par le premier état d'occupation et puis on va avancer dans le temps jusqu'à l'abandon du site. Alors, cet îlot, il est mis en place à la fin du règne d'Auguste, autour des années 10, 15 après Jésus-Christ. Et il est occupé au départ de manière ponctuelle, en tout cas la totalité de l'îlot n'est pas occupée, c'est uniquement les parties en marge de l'îlot qui vont être loties, notamment avec la mise en place d'un très grand entrepôt, un entrepôt portuaire, économique, qui est destiné au commerce essentiellement à longue distance. Vienne est très connue pour ses grands entrepôts, et donc c'est un entrepôt supplémentaire qui montre le dynamisme économique de Vienne dès l'époque augustéenne. De l'autre côté, côté voie narbonnaise, une série de boutiques qui sont aménagées le long de la rue,
En arrière de l'entrepôt, une zone qui a été difficilement fouillée, mais qui livre sans doute des vestiges d'habitat, des petites maisons assez simples, qui sont peut-être liées justement au logement de marchands ou de commerçants qui passent de manière ponctuelle dans le secteur. Et puis la particularité, c'est que le centre de l'îlot, à cette époque, reste ouvert. Alors on n'est pas dans une logique de terrain vague, mais plutôt d'une grande place, d'un espace qui doit servir peut-être à des rassemblements, des réunions, mais pour lesquels on n'a aucune information extrêmement précise. Alors, ces vestiges du premier état sont les plus ténus, évidemment, puisque recouverts et détruits par les vestiges postérieurs, mais on a quand même mis en évidence, dans une des boutiques, dans une fosse, a été découvert cet élément statuaire en calcaire, alors qui n'appartient pas à la boutique, qui a été rejeté ici, mais qui vient d'un secteur du quartier, qui est particulièrement intéressant, même s'il est abîmé, parce qu'il représente un groupe statuaire, en réalité, qui est assez rare. Au centre, on retrouve un personnage qui est vu ici de face, de profil, un personnage avec des pattes de bouc et un torse d'homme. Il est d'ailleurs dans une position un peu particulière puisque ses bras, on le voit, sont ramenés vers l'arrière et attachés à un tronc d'arbre qui est situé sur le côté. Alors ce personnage, évidemment, avec ce corps de bouc, en tout cas ce bas de bouc et ce haut d'homme, est un personnage de la suite bachique, un satyre, même le dieu Pan, on verra que c'est en fait une autre divinité, mais qui participe à la suite bachique, et il n'est pas vraiment tout seul, en fait, sur ce socle. On remarque sur le côté, ici, la présence de 2 pieds, qui laissent supposer un second personnage à côté, et puis le bloc est cassé ici, et on estime qu'on en avait sans doute un 3e. Alors, avant de décrire plus en détail, la particularité ici, c'est que ce bloc est non terminé. On est sur une roche calcaire de piètre qualité et les spécialistes supposent qu'on est en fait ici sur une sorte d'essai, d'exercice de sculpteur sur pierre qui a essayé de travailler une sculpture qui n'a pas été terminée, rejetée ici. C'est aussi intéressant dans la logique de constitution de ces ateliers de sculpteurs antiques. Alors, le groupe, à quoi correspond-il ? Il correspond en fait à la représentation d'une divinité qu'on appelle Marsyas, qui est en tout cas un satyre lié à la suite de Dionysos, un satyre un peu particulier qui est connu à travers une légende bien précise. Alors la légende, c'est la suivante. Athéna invente un instrument de musique, une sorte de flûte qui s'appelle l'aolos. Elle l'invente, elle en joue, le son est divin, mais malheureusement, elle ne l'aime pas trop, parce que quand elle en joue, ça déforme son visage et ça nuit à sa beauté. Alors comme elle n'est pas très contente finalement de cette invention, elle la jette. Et puis Marsyas, se promenant dans un bois, malencontreusement tombe dessus, se met à en jouer, et lui aussi sort un son particulièrement mélodieux. Tellement mélodieux qu'il capte, en tout cas qu'il captive l'attention de tous les gens qui l'écoutent, et que tout le monde commence à lui dire qu'il joue vraiment bien, et peut-être même encore mieux qu'Apollon. C'est là où Marsyas est pris un peu dans son hubris, au lieu de dire non, bien sûr, Apollon est le dieu de la musique, c'est lui qui joue le mieux. Il se laisse aller dans cette logique-là. Apollon est vexé, et donc le défi dans un duel de musique, évidemment Marsyas perd, et les dieux étant souvent cruels, Apollon le condamne à être écorché vif. Et sa peau clouée à un pin, qui est l'arbre, en tout cas l'un des arbres totems d'Athéna. Alors cette thématique de Marsyas, elle a été beaucoup reprise dans l'Antiquité. Vous avez ici un très beau Marsyas qui est attaché à un tronc qui provient d'une sculpture du IIe siècle du Louvre. Ici un sarcophage de la fin du IIe, début IIIe au Louvre de Lens qui raconte exactement cette histoire. On retrouve Athéna sur le côté, Marsyas au centre qui joue et charme. Le défi avec Apollon et puis la scène finale où des esclaves sont en train d'écorcher le pauvre Marsyas en tout cas accroché à son tronc d'arbre. Alors, généralement, Marsyas est représenté debout, droit, en tout cas suspendu. Ici, on aurait une représentation plutôt accroupie, avachie, qui laisse penser à des réinterprétations plus modernes. Mais il n'empêche qu'on est donc sur cet élément assez particulier qui démontre plusieurs choses. C'est que dès l'époque augustéenne, en tout cas, la société allobroge est totalement intégrée dans cette culture romaine, puisqu'elle se permet d'interpréter des thèmes qui sont finalement assez rares dans la sculpture. Thème qui a pour objectif, en tout cas dans l'Antiquité, d'exposer la lutte entre les influences apolloniennes et dionysiennes de l'homme. Les artistes adorent travailler sur cette complexité. Et puis, en rapport plutôt avec la colonie de Vienne en elle-même, Marsyas devient, dans l'Antiquité, une sorte de symbole pour les villes en tout cas sous la domination romaine, un symbole des libertés urbaines. Et on peut imaginer que ce choix de Marsyas est aussi peut-être une velléité du peuple allobroge, ou d'un allobroge en particulier, de marquer son envie d'autonomie, ou d'un peu plus d'autonomie par rapport à Rome. Alors voilà pour cette
première phase, au final des vestiges assez ténus, mais des découvertes déjà de qualité. Et on va passer maintenant à la phase suivante. C'est à partir du règne de l'empereur Claude, autour des années 40-50 après Jésus-Christ, que l'îlot va être véritablement loti, intégré sans doute à un véritable plan d'urbanisme de la colonie de Vienne. Et donc l'îlot est intégralement loti avec un ensemble d'édifices qui se divisent en deux secteurs. Donc un secteur côté de Voie-de-Narbonnaise avec une domus et des boutiques sur le côté. Et puis côté Rhône, un très grand complexe aménagé ici, dont on va parler un petit peu plus en détail. Alors, la particularité de cet État, c'est qu'il est déjà très orienté toujours vers des activités économiques plutôt que de l'habitat. Et puis surtout, c'est cet État qui va être détruit par un premier incendie qu'on date de l'année 69 après Jésus-Christ. Je vous en reparlerai un petit peu plus en détail. Et cet incendie a été violent, tellement violent que les habitants ont fui leur maison, le quartier, en abandonnant l'essentiel de leurs objets dans les maisons et dans les boutiques. C'est cet état de fait, en fait, qui, vous allez le voir, va nous permettre, et en tout cas nous permet, de préciser de manière extrêmement pointue les occupations, les modes de vie dans les différents espaces de ce quartier. Alors comme on ne peut pas tout voir malheureusement, on va s'intéresser donc surtout à ce grand complexe aménagé ici au bord du Rhône. Alors ce complexe, on en a fouillé à peu près la moitié, à peu près 2700 mètres carrés. On le restitue sur une superficie très importante, 5000 mètres carrés. C'est un complexe économique, on va le voir, même protéiforme. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de ce secteur. Il est composé d'une grande place centrale qui est entourée d'un ensemble de bâtiments, un ensemble de blocs boutiques, en tout cas de boutiques qui sont aménagés ici, auxquels on peut restituer un dernier ensemble qui vient clôturer la place, qui n'a pas été fouillé, on va dire de manière classique, mais qui a été observé en sous-sol par l'exploration de canalisations antiques très importantes, qui nous a permis d'observer des murs à l'envers, un peu particuliers, mais tout de même. Donc ce complexe économique autour d'une grande place, y est également connectée une maison de type domus avec une cour centrale et des pièces de réception. Ce qui est assez passionnant, c'est que cette petite maison est accessible de manière indépendante depuis la rue qui longe le complexe, mais elle est aussi accessible depuis le complexe par un couloir qui est même, entre guillemets, matérialisé, peut-être même monumentalisé, dans le portique de façade qui est situé ici. Donc on a vraiment un lien très fort entre cette maison et ce complexe. Et puis, sur le côté, un petit édifice qui était très arasé malheureusement, mais dont le plan pourrait peut-être renvoyer à un espace de stockage, un petit entrepôt, qui viendrait compléter cet ensemble. En tout, donc, on a ce grand ensemble qui est accessible sans doute directement depuis le Rhône et depuis les berges, et dont nous avons reconnu en tout cas 3 accès. Un accès de ce côté-ci entre les 2 blocs de boutiques qui sont là, un accès entre les 2 blocs boutiques qui sont ici, et un accès entre les 2 blocs boutiques qui sont là. Donc on a véritablement un espace qui est fermé sur l'intérieur, évidemment, avec ses boutiques et ce portique, mais en même temps ouvert sur l'extérieur, avec de multiples accès qui permettent de venir sur la place et accéder aux boutiques. Alors, cette grande place, elle fait à peu près 2500 mètres carrés. Elle est dotée d'un grand bassin situé au centre avec une fontaine qui constitue un espace d'agrément. On a également retrouvé ici à cet emplacement le socle d'un autel qui était entouré de vases miniatures, de lampes miniatures et d'une quinzaine de monnaies, toutes identiques, des monnaies frappées par Tibère et représentant Auguste divinisé. Et ce socle laisse supposer sans doute un petit autel religieux, votif. Et puis sur la place, dont le sol était très bien conservé, quasiment aucune structure, quelques petites trous de piquets, quelques petites tranchées, et la découverte, en revanche, de très nombreuses monnaies, presque 150 monnaies, qui étaient associées régulièrement à des petits pois en plomb que vous avez ici. Tous ces éléments nous laissent supposer qu'on n'est pas uniquement sur une place ouverte où on circule, mais sur une place qui peut accueillir des activités sans doute économiques, peut-être des activités de type marché, hebdomadaire, dont il est difficile de percevoir en tout cas la nature des éléments qui étaient échangés. En tout cas, on peut restituer sans doute de manière temporaire la présence d'aménagements simples, comme ceux qui sont représentés à l'écran et qui proviennent de blocs sculptés du IIe siècle après Jésus-Christ d'Ostie et qui montrent justement des scènes de marché. En bas, une vendeuse de légumes avec un plateau soutenu par des tréteaux, quelque chose de très simple qui nous rappelle presque nos bureaux Ikea. Et puis de l'autre côté, une vendeuse de volailles avec des caisses dans lesquelles on a des volailles et des lapins, et puis des volailles mortes suspendues sur le côté avec une simple potence, un simple poteau qui pourrait peut-être évoquer en tout cas un type d'activité sur cette place. Autour de la place,
ont été mis en évidence au moins 26 boutiques, au minimum 26 tabernae. On pourrait en restituer en tout une cinquantaine, ce qui constitue déjà un ensemble assez important. Sur ces 26 tabernae, 17 ont été, en tout cas l'activité dans 17 a été clairement identifiée grâce à des découvertes matérielles. Et je vais donc essayer de vous montrer un petit peu les différents types d'activités qui se déroulaient sur cette place. Le premier, en tout cas la première boutique, qui est située dans cet angle ici, la boutique A11, elle était destinée à recevoir une auberge, une petite kaopona, qui était caractérisée par la présence d'un petit bassin pour l'eau, d'au moins 2 foyers maçonnés qu'on appelle des tables à feu. Donc vous avez un exemple ici. La table à feu, c'est un peu la gazinière de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on a un massif maçonné surélevé qu'on protège avec des tuiles disposées sur le côté. On a même une crédence en tuiles disposée en arrière. Et puis on dépose des braises ardentes dessus qui permettent de déposer les plats ensuite pour la cuisson du repas. L'intérêt ici, c'est qu'on a retrouvé des plats qui étaient encore en place, avec de la nourriture à l'intérieur. On sait qu'on avait au moins une préparation à base de poulet qui était en train de mijoter au moment de l'incendie. Alors, les analyses sont encore en cours, mais c'est assez passionnant de voir ce que mangeaient les Viennois il y a 2000 ans. Et donc ici, on a véritablement une petite auberge, comme on en connaît un peu partout autour du bassin méditerranéen, mais qui est bien conservée et qui est aménagée à l'angle de la place de marché. À l'autre angle, on a pu observer une boutique qui se développait hors emprise de fouilles, mais tout de même, au fond de cette boutique, on a retrouvé 2 meubles en chêne dans lesquels étaient conservées presque 250 poteries, qui étaient quasiment toutes les mêmes, entre guillemets. On a essentiellement des pots de stockage pour de la nourriture, et puis des cruches et des pichets pour le service de liquide. Au début, on pensait qu'on était peut-être chez un vendeur de céramique, mais généralement, quand on a en tout cas des ensembles aussi cohérents et importants et des séries aussi homogènes, on serait peut-être plutôt ici dans la réserve d'un atelier de production de céramique, qui pouvait être peut-être vendu de l'autre côté, un côté rue au nord. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est qu'ici aussi, on reste dans une logique alimentaire avec des pots qui servent au stockage et à la consommation de la nourriture qui était produite donc ici autour de cette place de marché. Autre activité, de l'autre côté ici, la découverte d'un atelier de bronzier, d'une petite forge qui était particulièrement bien préservée. On reconnaît ici le foyer de forge, une amphore qui sert de bac de trempe. On retrouve également des creusets qui permettaient de produire des objets en bronze. L'analyse des moules nous montre qu'on a un atelier qui sert en même temps à produire des éléments pour réparer les charrettes et également des éléments pour réparer de la vaisselle en verre, notamment des cruches, qui laissent supposer de nouveau une activité, en tout cas qui a un lien plus ou moins important avec l'alimentation. À l'intérieur de cette boutique, sur le sol, on avait encore la pince du forgeron qui avait été jetée avant de partir. On a retrouvé les restes d'un petit laraire, un petit hôtel domestique, sans doute en bois, dont on a les vestiges en bois ici, composé de 2 couvercles transformés en coupelles à offrande, de quelques petits vases en forme de chien pour les libations. Et puis au centre, ces 4 monnaies superposées en argent, qui, au-delà du geste un petit peu rituel, nous permettent surtout de dater très précisément l'incendie, avec cette monnaie frappée par l'empereur Galba à la fin de l'année 68 après Jésus-Christ, dans une période de troubles très importante en Gaule, qu'on appelle l'année des 4 empereurs. Et cette monnaie est fleur de coin, c'est-à-dire qu'elle n'a quasiment pas circulé. Les spécialistes disent qu'on revoit même le velours de frappe, cette légère ondulation, en tout cas de la surface liée à la frappe. Et puis, avec l'analyse du lot monétaire, c'est la monnaie la plus récente. La phase suivante, les monnaies datent du règne de Vespasien. Ça nous permet d'être quand même bien centré sur cette année 69 après Jésus-Christ, qui date donc précisément l'incendie de la place de marché. Une autre boutique ici, avec cette fois-ci des aménagements un petit peu différents. Un ensemble de celliers à amphores qui sont aménagés dans un léger surcreusement, installés dans un coffrage maçonné où on peut accéder aux amphores. Dans ces amphores, quasiment rien, à part une amphore qui a livré une argile très blanche qui était encore conservée au fond. Et puis sur le sol de la boutique, on a retrouvé des mortiers en céramique avec des pilons pour broyer des éléments. On se questionne un petit peu sur la destination de cette boutique, mais l'une des hypothèses, qui reste encore au stade de l'hypothèse, mais qui est intéressante, je trouve, ce serait pourquoi pas de voir ici une officine destinée à la
production et à la vente de peut-être plantes et préparations médicinales, et pourquoi pas aussi de maquillage, ces argiles blanches pouvant être utilisées dans la constitution de divers types de maquillage, notamment les fards, très utilisés dans l'Antiquité. Encore une fois, des analyses sont en cours pour essayer de percevoir la composition de tous ces éléments, mais en tout cas, on serait peut-être ici dans un espace de vente lié à des productions un petit peu spécifiques. Autre boutique particulièrement intéressante, celle-ci aussi, pas véritablement une boutique à mon sens. On est dans un local qui est justement accolé à l'accès à la domus qui est situé en arrière, dans lequel on a retrouvé 3 balances et des poids. Vous avez encore ici sur le côté une balance qui était déposée contre le mur, qui nous attendait littéralement pour qu'on la sorte de terre. Une balance classique de type romain à curseur, 2 balances à plateau, à petit plateau pour peser des denrées assez luxueuses, à plateau assez gros pour peser d'autres choses, peut-être des solides, des graines, etc. Et on a également retrouvé à l'intérieur un petit pot situé à côté de la balance qui était encore rempli de pigments rouges. Alors au début, on pensait qu'on était peut-être dans l'atelier d'un vendeur de pigments. En fait, il s'avère, à mon sens, qu'on est sans doute plutôt ici dans un espace de contrôle des poids et mesures, un pondarium, c'est-à-dire un espace à l'intérieur duquel les commerçants et les acheteurs aussi pouvaient faire vérifier les poids des marchandises qu'ils achetaient, vérifier aussi le poids des monnaies qui leur étaient données. Et puis ce pot de peinture aurait pu servir, pourquoi pas, à inscrire sur les céramiques et les amphores la quantité, la qualité des matériaux qui étaient échangés à l'intérieur de ce complexe. Donc un espace plutôt de contrôle, d'organisation, plutôt que de vente, ici. Enfin, la grande majorité des boutiques qui ont été identifiées, 75% pour être précis, présentent exactement les mêmes types d'aménagements. On y retrouve les mêmes structures, aux mêmes endroits, les mêmes objets. Elles produisent et vendent exactement les mêmes choses. Ça rappelle un petit peu l'organisation de ces souks qu'on a peut-être connus lors de voyages, notamment en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, où on a généralement des espaces de vente qui sont orientés dans une logique ou dans un type, la vente des épices, la vente des olives, la vente de la vaisselle, etc., etc. Et donc ici, on a au moins 13 boutiques. Vous en avez 2 à l'écran accolé, qui présentent les mêmes aménagements. C'est les boutiques donc les plus intéressantes, puisque c'est celles qui caractérisent l'occupation principale, en tout cas la destination économique principale de ce complexe. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ces boutiques ? Déjà, on y retrouve un type de cellier un peu particulier, semi-enterré également, avec d'un côté une maçonnerie dans laquelle on installe 4 ou 5 amphores. Cette maçonnerie est coffrée en bois, en chêne, comme on le voit sur le côté. Et on a retrouvé également des systèmes de fermeture, des sortes de couvercles en bois qui permettaient de fermer ces amphores. En contrebas, dans un espace semi-enterré, mais également entièrement coffré en bois, on a mis en évidence systématiquement 3 dépressions, parfaitement circulaires et parfaitement arrondies également dans leur profil, tapissées de matière organique, qu'on restitue comme des espaces dans lesquels on avait des vanneries, qui étaient également destinées à contenir quelque chose. Ces vanneries également étaient fermées par des planches, dont on a retrouvé les éléments carbonisés en place. C'est tout l'intérêt de cet ensemble. Donc un espace de stockage important, dans lesquels, en revanche, on n'a retrouvé aucun reste, aucun fragment, aucun élément qui nous permette de savoir ce qui y était stocké. Dans ces boutiques, on a d'autres types de structures de stockage. On y retrouve systématiquement 1 ou 2 doliums, ces grandes jarres qui sont au départ destinées à la fermentation du vin dans les villas viticoles du sud de la France. C'est des jarres très grandes qui font entre 1000 et 1300 litres de contenance. Celles qu'on a mises au jour font à peu près 1,60 m de haut, donc on est véritablement ici dans du stockage à grande échelle, en tout cas à une échelle importante, et donc qui viennent compléter les structures de ces boutiques. On retrouve également systématiquement des celliers, cette fois-ci coffrés en bois, qui devaient être destinés à stocker des denrées solides en sac ou en amphore, en pot, situés à l'intérieur. Enfin, dernier type de structure de stockage, dans des petits aménagements, coffrés aussi en chêne, généralement situés dans l'angle de la boutique, vous en avez un sur le côté ici, on retrouve des stockages, en tout cas des espaces pour installer des amphores complètes, des amphores à huile de bétique contenue dans ces amphores ronds de type Dresselvin. On retrouve généralement entre 2 et 7 amphores complètes par boutique, installées soit dans ces espèces de meubles au sol, soit dans des meubles sans doute suspendus, accrochés au mur, puisqu'on retrouve généralement, toujours contre ce mur-là, contre l'un des côtés, 1, 2 ou 3 amphores, non pas en place droite, mais écrasées sur le sol de manière horizontale, qui laisse supposer qu'elles ont chuté
d'un élément, en tout cas d'un stockage supérieur, d'un meuble en hauteur, rappelant par exemple ce type de meuble qu'on retrouve dans certaines boutiques d'Herculanum, particulièrement bien conservées et qui sert justement à stocker des amphores. Encore une fois, systématiquement, des amphores à huile complètes dans ces boutiques. Mis bout à bout, quand on prend une seule boutique, finalement, on se rend compte qu'entre le dolium, les amphores dans le cellier, les amphores retrouvés dans la boutique, les restes, en tout cas les paniers, on arrive à une capacité de stockage de quasiment 2000 litres par boutique, ce qui fait quand même des capacités très importantes, sans parler des celliers. Mis bout à bout, ces capacités de stockage à l'échelle de la place du marché, pour les 13 boutiques fouillées, nous ramènent à 260 hectolitres, sur lesquels la moitié est uniquement comprise dans la logique de ces dolias qui servent à contenir généralement du vin. Pour comparaison, une villa viticole qui produit du vin à cette époque peut stocker généralement entre 600 et 4000 hectolitres de vin. Nous aussi, on multiplie par 2 peut-être notre système de stockage, on arrive grosso modo à la moitié de la capacité de production d'une petite villa viticole de Narbonnaise. Ça correspond en même temps à la capacité de stockage des entrepôts, des plus petits entrepôts à vin qui ont été fouillés à Marseille par exemple, et donc qui sont aménagés autour de cette place, qui est particulièrement intéressant. Quand on essaye de comparer cette organisation, ces structures dans les boutiques avec d'autres aménagements autour du bassin méditerranéen, on a un peu du mal à trouver des comparaisons. Et il faut de nouveau se tourner vers l'Italie, vers Pompéi et Herculanum pour essayer de proposer des comparaisons qui me semblent efficaces. En Italie, tout le monde connaît parfaitement ces thermopolia qui sont caractérisés par ces comptoirs maçonnés dans lesquels on retrouve des vases intégrés. Généralement, ces comptoirs sont décorés de plaques de marbre et qui caractérisent les petites tavernes, les soi-disant fast-food de l'Antiquité. Les travaux qui ont été menés par un chercheur, Nicolas Montex, sur ces boutiques, a réussi à caractériser différents types d'activités. Vous avez à droite la boutique d'Acelina, qui est justement un fast-food destiné à vendre de la nourriture fabriquée sur place, mais aussi du vin, de l'huile à l'intérieur de cette boutique. Mais il a aussi mis en évidence un autre type de boutique à comptoir, dans lesquelles on ne produit pas de nourriture à vendre, et on fait uniquement ce que stocker des denrées alimentaires. C'est celle que vous avez à gauche, où on retrouve justement dans ces comptoirs tout un ensemble de contenants que vous avez ici. On retrouve également des amphores ou des grands contenants qui sont aménagés sur un côté de la boutique, et on retrouve aussi systématiquement des celliers qui sont aménagés dans cet espace. Nicolas Montex interprète ces espaces comme des boutiques, non pas de vente de nourriture transformée, mais de vente de denrées alimentaires brutes, sans doute non périssables. On pourrait penser justement à des légumineuses, des noix, des céréales, tout ce type en tout cas d'aliments qui sont nécessaires à la vie quotidienne. À mon sens, il faut interpréter les boutiques du complexe de Sainte-Colombe de la même manière, sauf qu'on est ici en Gaule avec une adaptation, à mon sens, gauloise de ce système de stockage et de distribution de vente. Ça fait un moment qu'on fouille des villes en Gaule, qu'on fouille des boutiques, et jusqu'à présent, aucun comptoir n'a été mis au jour, ce qui ne veut pas dire que les Gaulois ne mangeaient pas dans la rue et ne vendaient pas d'aliments dans leur ville. À mon avis, nos celliers enterrés correspondent en fait à la forme gauloise ou gallo-romaine de ces comptoirs maçonnés qu'on retrouve dans les boutiques de Pompéi. Et nos boutiques du marché de Sainte-Colombe étaient sans doute destinées au stockage et à la vente de denrées alimentaires. Alors, quelles denrées ? Déjà de l'huile, évidemment, puisqu'on retrouve entre 2 et 6, voire 7 parfois, amphores à huile complètes à l'intérieur de ces boutiques. C'est-à-dire que ces boutiques servaient en gros de dernière étape dans la vente de cette huile d'olive utilisée pour l'alimentation et pour l'éclairage dans les villes antiques. Du vin également, à travers ces dolias qui sont installés à l'intérieur des boutiques. Si on part du principe donc que nos celliers servent comme à Herculanum ou à Pompéi à vendre des denrées solides, on peut imaginer la vente de légumineuses, de fruits secs et d'autres denrées sèches qui auraient pu être stockées justement dans ces amphores et dans ces celliers. 2 autres éléments sont également vendus dans ces boutiques. Le premier, c'est sans doute des charcuteries, puisqu'on découvre, pas systématiquement, mais au moins dans 3 boutiques, ce qu'on appelle des couronnes d'office en métal, des grosses couronnes d'office qui permettent de suspendre la charcuterie pour la faire sécher. Ça laisse donc supposer qu'on suspendait de la charcuterie ici qui était destinée à être vendue. Enfin, dans chacune de ces boutiques, on a des canalisations pour évacuer les eaux sales. Et l'analyse de ces canalisations, lorsque les restes sont encore en place, ont permis de découvrir des milliers d'arêtes de sardines qui étaient
voilà, rejetés à l'intérieur et qui laissent supposer non pas la consommation, mais bien le stockage et la vente de ce fameux garum, cette sauce de poisson dont les Romains étaient assez fous, qui ressemble un peu à la sauce Gnocchman actuelle. Et donc, on peut imaginer aussi que peut-être les amphores, ou en tout cas certains éléments de ces boutiques, étaient destinés à recevoir cette sauce de poisson fabriquée plutôt autour du bassin méditerranéen, en Espagne, en Italie, qui arrivait peut-être en vrac et qui était revendue au détail à l'intérieur de ces boutiques. Alors, tous ces éléments, que ce soit le vendeur de céramique, ou en tout cas l'atelier de production de céramique, même l'atelier métallurgique qui répare de la vaisselle liée à la pratique du repas, la grande quantité de boutiques, 75% des boutiques qui, à mon sens, sont destinées à la vente alimentaire, me laisse supposer que ce complexe du bourg est un véritable marché alimentaire, non pas un maquillum pour la vente de viande et de poissons, mais un marché destiné ici à la vente de denrées alimentaires non périssables, finalement la base de l'alimentation de la population viennoise durant l'Antiquité. Donc on a décrit les différents éléments. Ce qui est intéressant, c'est que ce complexe devait être intégré dans un réseau d'échanges à l'échelle du territoire. Le vin devait sans doute être fourni par les différentes villas viticoles du territoire allobroge. Alors le vin des Allobroges est très connu dans l'Antiquité, c'est un vin apprécié, plusieurs auteurs nous en parlent. Il est diffusé à grande échelle et on peut imaginer qu'il était donc ramené en vrac depuis les villas jusqu'au complexe du marché, non pas dans des amphores qu'on n'a pas retrouvés, mais sans doute grâce à des utriculaires. C'est cette corporation de transporteurs de liquides qui sont connus par notamment une peinture ici à Pompéi et qui transportaient les liquides dans des grandes outres en peau de bœuf qui étaient cousues et qui permettaient de contenir, nous disent les textes, jusqu'à 60, en tout cas l'équivalent de 60 amphores à vin installés sur un chariot. Donc ces utriculaires ont sans doute fourni, depuis les villas, le marché alimentaire en vin qui était ensuite redistribué au détail à la population viennoise. Pour l'huile, les sauces de poisson, on doit imaginer cette fois-ci un approvisionnement par le fleuve, notamment par bateau, qui devait être déchargé directement sur des aménagements installés de ce côté-ci du complexe. Et puis pour les légumineuses et autres, on doit sans doute avoir un système de déplacement par voie terrestre qui permettait donc d'alimenter ce grand complexe destiné à la vente de produits alimentaires. Alors, ce complexe est véritablement une sorte d'unicum. On n'a pas véritablement de comparaison à l'échelle de la Gaule d'un ensemble de boutiques aménagées, rassemblées autour d'une place, uniformisées par un portique et destinées essentiellement à la vente d'un seul type de produit. Véritablement, c'est la première fois qu'on peut mettre ça en évidence. C'est particulièrement intéressant. On peut imaginer sans doute que ce type de complexe a été construit par un riche viennois, peut-être plusieurs riches viennois qui possèdent des villas et qui ont eu envie de s'associer pour faciliter le débouché de leur production artisanale à l'intérieur de Vienne. En plus, vendre, en tout cas louer les boutiques à d'autres artisans, ça permet de tirer un certain profit. Et on est ici véritablement sur un investissement financier des élites viennoises destinées à la production économique. C'est particulièrement intéressant. La seule comparaison qu'on peut véritablement trouver, elle est encore une fois à côté de Pompéi et Herculanum, à Oplontis, non pas dans la très très belle villa de Popée qui est connue pour ses peintures, mais il y a un deuxième bâtiment fouillé à côté, qui est malencontreusement appelé la Villa B, mais qui correspond en fait à un édifice assez semblable, un édifice organisé autour d'une cour centrale, avec un ensemble de boutiques, de petites cellules situées autour. On y accède par une porte. Tac, excusez-moi. Ça bug un peu. Hop, hop. Ah. Alors évidemment, avec Windows, on a toujours des bugs. Je relance le PowerPoint, excusez-moi. Hop, hop, hop. Hop là, pardon. Nous y voici. Donc qui est organisé de la même manière, autour d'une cour, avec des boutiques, une entrée latérale,
Ici, une pièce dans laquelle a été découvert des poids et des balances, également pour le contrôle sans doute des marchandises échangées. Et puis ici, non pas de la vente de denrées alimentaires non périssables, mais la découverte de 1200 amphores à vin, tout identiques, une grande partie vide en attente d'être remplie, l'autre partie pleine et bouchée avec des bouchons en attente d'être vendus. On est ici sans doute dans une sorte de forum vinarium, une sorte d'espace destiné à la vente du vin au détail et à l'extérieur du vin produit dans la guerre Campanus. Et on retrouve sans doute en fait ici un des rares exemples qui pourrait être une comparaison viable à notre complexe alimentaire de Vienne. Alors, au-delà du complexe alimentaire en lui-même, on retrouve à l'étage de ces boutiques des appartements locatifs. Alors, en archéologie, on n'arrive jamais à les identifier, puisque quand on a les fondations et les sols, on est déjà heureux, mais avoir les étages, c'est rarissime. Mais là, la chance a voulu que les étages se soient effondrés en place et qu'on ait pu les documenter, ce qui nous permet de regarder un petit peu les modes de vie, sans doute de l'essentiel, de la population viennoise. Alors, c'est surtout dans un des angles de la place de marché que les étages étaient particulièrement bien préservés. Au niveau de la mise en œuvre, en fait, ces boutiques et ces bâtiments ne sont pas délimités véritablement, en tout cas, ne sont pas soutenus véritablement par des murs, mais plutôt par des gros piliers en bois, en chêne, qui ont été observés de cette manière, ou de la manière dont c'est représenté à l'écran, des piliers assez costauds, de 50 cm de diamètre, qui constituent véritablement les supports des appartements qui sont à l'étage. Les cloisonnements internes, eux, sont faits simplement par des cloisons en terre et bois, qui étaient aussi parfaitement préservés, qui constituent plutôt un cloisonnement plutôt en tout cas que véritablement des éléments de soutien. Ces appartements étaient alimentés en eau courante, comme le montre la découverte d'un ensemble de canalisations en bois, dont on repère ici en bas, sur la photo en bas à gauche, les emboîtures métalliques qui permettent de joindre les tuyaux. Et ces canalisations allaient non pas dans les boutiques, mais dans les ruelles. Elles s'arrêtaient à peu près au tiers de la ruelle. Et à cet emplacement, on retrouvait une grande quantité de plomb fondu, sans doute un coude, qui permettait de faire monter les tuyaux à l'étage. L'eau était évacuée des étages par tout un ensemble de canalisations installées dans chacune des boutiques, canalisations qui partaient du fond à l'angle de la boutique. On devait avoir une descente depuis l'étage et elles étaient collectées dans des grands collecteurs situés sur le côté de chaque aile ou qui partaient du centre pour être évacuées directement sur le Rhône. L'analyse des façades des boutiques permet de mettre en évidence d'un côté, sur les photos à gauche, des grands seuils avec feuillures qui permettent sans doute d'accéder et de sortir de la boutique. Et puis sur le côté, la présence d'un petit seuil associé à un bloc maçonné qui constitue le support simplement de l'escalier qui permettait de monter à l'étage. On peut donc restituer les choses de la manière suivante. D'un côté, une fermeture classique pour des boutiques. De l'autre côté, une entrée indépendante pour l'étage, où à chaque fois, dans chaque cage d'escalier, on a pu découvrir systématiquement une serrure et la clé qui permettait donc de bloquer cet accès à l'étage. Alors, comment définir les pièces à l'étage et leurs fonctions alors qu'elles se sont totalement effondrées et que les murs ont bougé, les choses ont quand même sacrément bougé. L'avantage, c'est que dans chacun de ces appartements, en tout cas dans les mieux préservés, on a pu retrouver entre 1000 et 1500 objets répartis dans l'appartement, qui nous permettent, en fonction de leur répartition, de définir l'emplacement des espaces spécifiques de ces appartements viennois. À l'arrière, on retrouve des éléments de bassin, des fragments de foyers et de tables à feu qui sont effondrés et qui sont associés, par exemple, à des couronnes d'office, à des trépieds qui servent à supporter des marmites, à de la céramique culinaire, à des amphores qui laissent supposer ici des espaces de service pour la production, en tout cas pour la cuisson des aliments et peut-être aussi pour l'évacuation des eaux usées. On retrouve aussi systématiquement à l'arrière des appartements un lot de strigiles, un jeu de strigiles, un anneau avec des strigiles. Ces strigiles, ce sont les racloirs qu'on utilise au terme pour enlever l'excédent d'huile, qui laissent supposer ici soit qu'ils étaient stockés à l'arrière, peut-être près de la porte, soit qu'on est peut-être dans l'espace destiné aux esclaves, puisque ce sont généralement les esclaves qui portent pour leur maître les strigiles au terme. Au centre, beaucoup moins de mobilier, mais des mobiliers très caractéristiques, la découverte de pieds de lit notamment, de petits fauteuils et de petits meubles, et la découverte de petits braseros en bronze qui permettent donc de chauffer les pièces centrales, sans doute destinées au coucher.
Et puis en façade, dans la pièce la plus grande, c'est là où on a retrouvé le plus d'éléments, le plus d'objets, des objets dédiés soit à la consommation des repas, céramique de service ici, soit à la vie quotidienne, notamment des éléments liés à la toilette, à la parure, des éléments liés aussi à la vie peut-être cultuelle de la maison, ces petites coupes en céramique dorée à la feuille, des éléments liés à la vie du locataire de cet appartement, une bague avec un taille, des petits couteaux servant à tailler le matériel d'écriture. On est véritablement ici dans la pièce d'habitat, dans la pièce de vie quotidienne de ces appartements. La fouille a également permis de mettre en évidence le niveau de qualité de décoration de ces appartements avec des peintures murales qui sont équivalentes à celles qu'on retrouve dans les domus. Très belles peintures murales. Sur celle-ci, on a notamment un petit tableau de Xenia avec un plat où on a du poisson, des petites cerises et un morceau de fromage sur le côté. Des sols en béton avec des éclats de marbre pour décorer le sol. Et puis, on a même pu mettre en évidence la façade de ces appartements avec un élément chanfreiné vert pour marquer la fenêtre qui laisse supposer qu'on a des peintures dedans, mais aussi à l'extérieur de ces bâtiments. Au final, par comparaison avec ce qui existe en Italie, ça permet de restituer sur la gauche des petits appartements d'à peu près 80 mètres carrés, ce qui est quand même pas mal, accessible par un escalier qui permet de déboucher sur un espace de service. On peut sans doute rajouter, d'après les supports au sol, une pièce à l'arrière, peut-être un espace de vie, de réception ou d'accueil. Au centre, des chambres, sans doute 2, d'après les dimensions. Et puis à l'avant, une pièce de réception, de vie, un salon, si vous voulez, qui constitue ces appartements un peu types qui devaient être reproduits sur le même schéma tout autour de la place de marché. C'est particulièrement passionnant parce que ça nous permet de, finalement, pour la première fois, en Gaule, d'observer les modes d'habitat de sans doute l'essentiel de la population, ce qu'on appelle la pleba media, qu'on connaît assez bien à Ostie par ces appartements en briques très bien conservés, un petit peu à Pompéi, mais qu'on n'avait jamais véritablement identifié de manière précise et concrète sur le territoire gaulois. Alors, la découverte d'objets dans les appartements nous permet aussi d'avoir une idée de qui étaient les locataires de ces appartements. Et il s'avère qu'on a trouvé des objets un peu particuliers, assez surprenants même, dans chacun des appartements fouillés autour de la place de marché. Dans l'un des appartements, l'appartement A17 à 27, le mieux conservé, on a retrouvé en fouille un coffre en bois qui contenait la panoplie complète d'un légionnaire. Vous avez à gauche tous les éléments qui constituent ce qu'on appelle la lorica segmentata, l'armure segmentaire du légionnaire, qui est bien mise en avant dans les aventures d'Astérix et Obélix. On a eu une chance inouïe puisqu'on a retrouvé la lorica segmentata la plus complète du monde romain. Il nous manque littéralement 5% de l'armure. Elle est en cours de restauration, ça va être très intéressant de pouvoir l'analyser. Mais on a donc une armure complète. On a retrouvé un élément de casque, petit éton, qui laisse supposer qu'on avait également la calotte. A été découvert le glaive du légionnaire, mais également son pilum, sa lance caractéristique avec son fer et son talon. A également été découvert le poignard, le puggio, que vous avez à droite, encore dans son fourreau. On a aussi retrouvé les chaussures du militaire, les caligae, encore visibles par tout un ensemble de petits clous qui caractérisent ces caligae. Et la découverte de cette panoplie légionnaire dans l'appartement ici, mais aussi en fait dans tous les appartements, pose une véritable question sur les occupants en tout cas des appartements de cette place de marché. Ce qui est assez particulier, c'est que normalement, quand un légionnaire termine sa carrière, qu'il devient un vétéran et qu'il est démobilisé, il revend une grande partie de son équipement qu'il avait acheté au moment où il avait intégré l'armée. C'est un équipement qui est cher, complexe, et quelquefois, ces légionnaires gardent peut-être leur épée, leur poignard, mais jamais la totalité de l'équipement. Ça pose quand même une question de savoir qui sont ces gens et pourquoi ils sont ici. De plus, on les retrouve dans tous les appartements, donc on n'en a pas qu'un seul, en tout cas tous ceux qui ont été fouillés. Et à part imaginer qu'on est ici dans une EHPAD de vétérans légionnaires, mais ce qui paraît un peu surprenant, on peut peut-être rapprocher la présence de cet équipement de la date de l'incendie du bâtiment, l'année 69 après Jésus-Christ. On est en pleine guerre civile. À ce moment-là, il y a des troupes qui sillonnent le territoire gaulois. On a surtout une guéguerre, entre guillemets, ou une vraie guerre entre Vienne au sud et Lyon au nord. C'est un peu le derby de l'Antiquité. Et on sait par les textes de Tacite que les Viennois, en 68 après Jésus-Christ, lèvent des troupes pour aller assiéger Lyon. Le siège est levé par la Légion première Italica. Et peut-être qu'ici, on se retrouve dans des appartements de Viennois, de vétérans, qui ont encore leurs armes liées au conflit en cours à Vienne. Et la date de l'incendie,
en 69 après Jésus-Christ, elle correspond aussi au passage des troupes de Fabius Valens, l'un des généraux de Vitellius, l'un des concurrents pour accéder au trône de l'Empire à cette époque, qui passe à Vienne. Et Tacite nous explique encore une fois qu'après avoir être chauffé à blanc par les Lyonnais, vexés du siège, ils partent, en tout cas les troupes de Fabius Valens partent vers Vienne pour incendier la ville. Finalement, les édiles de Vienne les devancent, se jettent à leurs pieds avec beaucoup d'argent, finalement payent le fait de ne pas incendier la ville. Mais on est ici sur la voie de Narbonnaise, celle qui permet aux troupes de traverser Vienne et de continuer leur chemin vers le sud. Et peut-être, ça reste que des hypothèses, on ne pourra jamais le prouver, mais c'est quand même intéressant de le souligner qu'il y a en tout cas une concomitance chronologique entre ces événements et la présence des légionnaires au sein du complexe. Alors, on va maintenant sortir de l'aspect économique et on va terminer cette conférence en vous présentant rapidement quelque chose d'un petit peu plus luxueux, un petit peu plus sexy, la maison des Bacchantes, l'une des maisons les mieux conservées qu'on a pu mettre en évidence sur le site. Cette maison, elle est construite postérieurement à l'incendie, à peu près au début de l'époque flavienne, au moment où le quartier est intégralement reconstruit, avec la place de marché qui est transformée sur votre droite par un bâtiment public, très arasé, malheureusement, sans doute économique, mais dont on sait peu de choses. Et puis, au cœur de l'îlot, on a 4 maisons aristocratiques qui s'installent, et le long de la voie de Narbonnaise, des boutiques qui sont reconstruites. La maison des Bacchantes occupe donc l'angle nord-ouest de l'îlot, avec la présence d'une domus qui se développe sur 1200 mètres carrés, maison assez classique, organisée autour d'un jardin, avec un portique, un péristyle, et puis toutes les pièces de la maison qui se répartissent autour de ce portique. L'avantage de cette maison, c'est qu'elle est très bien conservée. On a pu mettre en évidence ses décors peints et ses décors au sol, ses aménagements, que je vais vous présenter tout de suite. Alors, cette maison, elle était accessible depuis la voie de Narbonnaise par un seuil situé en bas de la photo à droite, ici, qui permettait d'accéder à une première pièce, un petit vestibule, duquel on accédait ensuite à ce couloir en L qui donnait à la fin sur le péristyle. À l'angle du couloir, c'est assez intéressant, on a un négatif qui est présent ici, dans le sol en béton. Et quand on analyse les peintures que vous avez sur la photo en haut à droite, on se rend compte qu'en fait, on a un liseré blanc qui remonte et qui venait sans doute entourer un banc, un meuble qui était aménagé ici, plutôt un banc qu'un autre type de meuble. Ce système d'accès de manière scandée à la maison, avec des espaces d'attente et un banc pour attendre, il renvoie directement à la nécessité de ces maisons aristocratiques, à leur organisation et au fonctionnement de la société romaine, qui est le système de fonctionnement clientélaire, où chaque propriétaire de ces grandes maisons entretenait une clientèle d'affranchis, d'esclaves, d'hommes libres, qui tous les matins venaient au moment de la salutatio dire bonjour à leur patron, prendre les directives de la journée, récupérer une somme d'argent ou un petit peu de nourriture et repartaient. On a des textes qui nous expliquent qu'à Rome, c'est Juvénal qui raconte qu'en rentrant un peu trop tard d'une soirée arrosée, il croise le matin une quantité astronomique de gens en toge qui se rendent justement chez leur chez leur patron, pour leur dire bonjour. Et justement, en fonction du statut des clients, les clients les plus pauvres ou les moins importants attendent à l'extérieur, et puis plus on est important dans la hiérarchie de la clientèle, et plus on peut accéder à l'intérieur de la maison. Donc ce système scandé pour pouvoir accueillir justement cette clientèle nombreuse. Une fois atteint le péristyle, on retrouve le cœur véritablement de la maison, ce jardin qui est décoré d'un magnifique bassin à abside sur le côté, bassin qui était entouré sans doute de blocs de calcaire ou de marbre qui constituaient la margelle. On a quand même des petites plaquettes en marbre qui viennent marquer la limite entre la margelle et le jardin, ce qui est plutôt sexy et luxueux, la présence d'une base sans doute pour une statue. Alors, comme on a un jardin, évidemment, il faut récupérer les eaux de toiture et les eaux de pluie. Et généralement, on a des canalisations maçonnées à l'époque romaine. Ici, on a des canalisations en grand appareil, constituées de blocs de calcaire qui sont creusés d'une rigole pour évacuer les eaux. Et puis, le propriétaire s'est même permis, entre guillemets, pour cette canalisation, de récupérer des corniches. Donc, vous avez ici quelques fragments, corniches issues de bâtiments publics, qui sont réintroduits dans sa maison, qui laissent supposer quand même l'importance et l'originalité, voire le pouvoir de ce propriétaire. Autour du bassin, on retrouve des aménagements hydrauliques de prestige, la présence d'une canalisation avec 2 coudes qui laissent supposer la présence sans doute de 2 fontaines, fontaines dont les fragments ont été retrouvés dans le comblement du bassin. Ce sont des fontaines en marbre avec petits bassins qui servent en même temps de jeux d'eau, qui servent aussi aux oiseaux pour venir s'abreuver et qui constituent des éléments de décor assez classiques mais quand même très luxueux des maisons romaines.
Alors, les branches de portique, elles, sont en terre battue chaulée, mais à l'emplacement un petit peu stratégique, on retrouve un magnifique sol, ce qu'on appelle en oupous sectilé, en marqueterie de marbre, avec une alternance de carrés mis sur pointe, noirs et blancs, qui constituent un sol de grande qualité. Les murs du portique étaient non pas peints, mais recouverts également de plaquages en marbre, constituant des fosses d'architecture, ce qui constitue véritablement ici une marque de luxe tout à fait importante. Le portique, lui, est soutenu par des colonnes dont nous avons retrouvé les bases, les fûts et les chapiteaux, des colonnes d'ordre corinthienne, dont vous avez une restitution ici. Et la particularité, c'est que ces chapiteaux sont des copies conformes des chapiteaux qui sont utilisés dans les édifices publics de Vienne. L'ordre corinthien existe dans les maisons romaines, mais c'est souvent un corinthien un peu abattardi, retransformé, simplifié. Ici, on a véritablement des chapiteaux caractéristiques de l'architecture publique, ce qui laisse supposer que le propriétaire a le pouvoir et l'envie d'insérer un petit peu de public dans sa maison, ou en tout cas de marquer son lien aussi avec les institutions publiques de la cité. Le plus exceptionnel avec ce péristyle, c'est qu'on a pu retrouver ce qui venait couvrir le péristyle. On s'attend toujours à une toiture qui vient couvrir ces espaces avec l'eau qui coule et qui tombe dans le jardin. Eh bien, au moment de la fouille, vous pouvez le constater, au lieu de retrouver des tuiles, on a retrouvé des fragments de mosaïque, des grands fragments de sol en mosaïque qui étaient effondrés en place sur le sol du portique. Vous les voyez parfaitement à l'écran. Fragments de mosaïque qui permettent de reconstituer le système de couverture. On a ici sans doute, non pas une toiture, mais une sorte de balcon, de toit-terrasse qui venait faire le tour du péristyle. Toit-terrasse dont une grande partie s'est donc effondrée au sol, a été piégée dans le bassin. Toit-terrasse recouvert d'une mosaïque de tesselle blanche, grosse tesselle, assez caractéristique des espaces de circulation. Cette mosaïque est légèrement convexe, elle remonte sur les bords. Et puis surtout, on retrouve régulièrement sur cette mosaïque des négatifs circulaires que vous avez ici, qui fonctionnent avec des avaloirs en plomb qui étaient fixés sous la mosaïque et qui permettaient de récolter les eaux de toiture et par le tuyau de les évacuer dans le jardin. On a donc un système assez complexe et développé d'un système de toit-terrasse qui devait desservir à l'étage des pièces sans doute destinées au couchage. On retrouve les éléments de la rambarde maçonnée avec des tubuli. On sait d'ailleurs que c'est le fameux Clarianus qui a fourni les matériaux de construction pour cette maison. Et en tout cas, la découverte de ce système-là est tout à fait inédite en Gaule. On n'a aucune comparaison à ce jour. On connaît quelques-unes, assez peu, des maisons en Italie, notamment à Herculanum, qui ont ce système de portique couvert, soit avec des pièces, soit avec un système ouvert, mais ça reste extrêmement rare. Et ça constitue ici, encore une fois, un aménagement extrêmement luxueux dans cette maison débâcante. Alors, autour du portique, on va retrouver les pièces de la maison, et notamment du côté occidental, les pièces principales. Alors, on ne va pas faire toutes les pièces, mais on va s'intéresser surtout à la pièce la plus importante de la maison, celle qui est située ici, et qui correspond au triclinium, à la pièce de banquet, parfaitement axée sur la maison. Alors, cette pièce était dotée d'une mosaïque de très très grande qualité, mosaïque hantée, avec une partie à l'avant, une sorte de tapis d'accueil que vous avez représenté ici, avec un méandre de svastika dessinant des motifs hexagonaux dans lesquels on retrouve des fleurons. Sur les côtés, on retrouve des sols en béton à incrustation de marbre qui permettent d'installer les 3 lits pour le banquet dans le triclinium, pour recevoir les clients. Et puis surtout, c'est le cœur de la mosaïque qui est tout à fait exceptionnel, inédit en Gaule, puisqu'on retrouve alors un système géométrique de quadrillage de bandes assez classique qui définit une quinzaine de petits tableautins, et c'est ces tableautins qui sont particulièrement magnifiques. Le tableautin central représente ici Bacchus, Dionysos, à la manière orientale. Il est debout, nu, il à l'épaule gauche recouverte par sa tunique, il tient son thyrse, il a un regard assez triste, la tête légèrement penchée, et de son bras droit, il tient un canthare avec lequel il abreuve de vin sa panthère, la panthère en position d'attaque, panthère assez classique de Dionysos. On a sur le côté gauche un pied de vigne qui vient décorer la scène. Cette scène, elle est
pas forcément très... en tout cas, elle n'est pas forcément inédite dans les représentations du monde romain, mais ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est qu'elle est assez petite, elle fait 40 cm de côté, et elle est réalisée avec la technique de l'opus vermiculatum, c'est-à-dire l'utilisation de petits fragments de pierre minuscules, qui font à peine un demi-millimètre de côté, qui permettent de réaliser ce décor à la manière hellénistique, orientale, avec par exemple, pour la réalisation du pelage de la panthère, on a une vingtaine de teintes de pâte de verre pour réaliser le pelage avec des éléments qui font un quart de millimètre de côté. Donc on est véritablement ici sur de la marqueterie d'art tout à fait exceptionnelle et inédite à cette échelle en Gaule. Donc cette mosaïque, elle représente Bacchus au centre, et dans les angles, on retrouve des personnages féminins en train de danser, des bacchantes donc, qui sont habillés d'une manière particulière. En haut à droite, on retrouve une bacchante, torse nu, en train de danser dans une robe aux couleurs automnales. Et puis, dans ses cheveux, elle possède une couronne avec des grappes de raisin. En fait, c'est une bacchante qui porte les attributs de l'automne. En bas à droite, on retrouve une nouvelle bacchante, cette fois-ci dans une robe bleue, en train de danser. Elle a un col vert dans la main, elle a un roseau dans l'autre main, et celle-ci porte les attributs de l'hiver. On peut tout à fait restituer sur cette mosaïque aux deux autres angles le printemps et l'été pour constituer un motif assez classique dans l'Antiquité, un motif rappelant les saisons et le passage du temps, Bacchus au centre, les 4 saisons autour, qui sont entraînées dans une danse autour de lui. Une mosaïque assez exceptionnelle, non pas forcément dans ses motifs ou dans son organisation, mais exceptionnelle dans la qualité du travail et du détail, dans la qualité de la réalisation de ce pavement. En face, on retrouve un autre élément de confort assez luxueux pour l'époque, l'installation d'un petit balnéaire, d'une sorte de petit bain privé, constitué de 3 pièces. Une première pièce ici, par laquelle on accède depuis le portique, qui donne sur une seconde pièce, puis une troisième, et une fois qu'on était passé donc, de la pièce froide à la salle chaude, on revenait dans l'autre sens pour ressortir. Un petit balnéaire privé, assez classique dans sa constitution, mais qui était également décoré de très beaux pavements. Notamment, vous avez le frigidarium ici, décoré d'une mosaïque caractéristique de l'époque flavienne, mosaïque fondée sur un motif d'étoiles à 8 losanges qui délimite des carrés sur pointe qui sont frappés de petits fleurons extrêmement bien réalisés. Et la mosaïque fait 18 mètres carrés, elle est complète, elle est très belle, très bien réalisée, avec des petites tesselles, une grande maîtrise. Et puis on retrouve tout un ensemble de fleurons assez variés qui constituent un petit peu les prémices de cet atelier ou de cette école viennoise de mosaïque. Au centre de la pièce, on remarque une sorte de négatif circulaire qui correspond sans doute à l'emplacement du bassin qui est présent dans le frigidarium, le labrum. Et puis, dans la partie située entre les deux seuils ici, la mosaïque a été reprise au moins 4 fois. On sent qu'on est dans un espace de passage, de circulation. Et certains de ces petits carrés sur pointe ont été repris, vous en avez 2 ici, par un autre atelier plus récent et surtout beaucoup moins efficace dans la réalisation, puisqu'ici, le mosaïste a essayé de reproduire le motif qui était là, mais finalement n'a pas réussi véritablement à terminer son motif. Et puis ici, le mosaïste a sans doute voulu faire une fleur, mais il n'a pas vraiment réussi son motif. Le carré sur pointe est tout tordu, la fleur est à peine terminée. On a sans doute une perte de qualité, en tout cas entre le premier et le deuxième atelier, dans cette pièce. Et puis, donc voilà, la dernière pièce, le caldarium, la pièce chaude, chauffée par ce système d'hypocauste, vraiment caractéristique du monde romain. Ici, des pilettes circulaires qui soutiennent une suspensura qui était encore en place dans l'angle et qui était décorée d'un sol en marbre avec des plaques roses et noires, malheureusement totalement détruits. On a du mal à restituer le motif, sans doute un motif assez simple, de dallage rectangulaire, mais qui constitue quand même un élément de luxe à l'intérieur de cette maison. Donc voilà, cette maison des Bacchantes, on ne va pas faire le tour de toute la maison, mais pour vous montrer à quoi ressemble ici la maison des aristocrates viennois. Elle n'est pas forcément très grande, mais elle est richement décorée et surtout, elle possède différents éléments qui sont caractéristiques de l'élite aristocratique viennoise, celle qui participe à la vie politique de la cité, en venant installer tout un système d'accès compliqué, laissant supposer l'accueil de nombreux clients, en venant utiliser des éléments de l'architecture publique dans la décoration de ces secteurs communs de la Domus. On est vraiment ici sur un personnage qui devait participer de manière active, en tout cas à la vie politique de la colonie de Vienne.
Je vous montre juste rapidement les mosaïques d'une deuxième maison, la maison dite au médaillon ou à la médaille, qui est située cette fois-ci au centre de l'îlot. C'est une maison assez complexe, qui est également de nouveau connectée de manière concrète au bâtiment public qui est ici. Elle est divisée en deux secteurs, un secteur public de ce côté, et puis un secteur plus privatif ici. Vous voyez avec de nombreuses mosaïques, les espaces en jaune sont les mosaïques, les espaces en rose sont les sols en opus sectilés. Et nous, on va s'intéresser uniquement, dans le cadre de cette conférence, à la mosaïque de cette petite pièce, parce qu'elle aussi, elle est tout à fait inédite et exceptionnelle à l'échelle des Gaules. Alors, on est ici sur une mosaïque, encore une fois complète, qui décore une petite pièce carrée de 16 mètres carrés. Mosaïque qui est polychrome, qui est mise en place, elle est plus récente celle-ci, elle est mise en place dans la deuxième moitié du IIe siècle après Jésus-Christ. On est sur un motif centré qui est une nouvelle fois fondé sur le système géométrique de l'étoile à 8 losanges. Vous avez une comparaison par exemple en bas à droite avec d'autres mosaïques viennoises, c'est-à-dire que la trame générale de la mosaïque est assez classique à Vienne. On est sur une réalisation d'un atelier viennois qui reproduit avec certaines différences des patrons qu'il connaît particulièrement. Alors, on retrouve dans cette mosaïque une bordure qu'on appelle une bordure arc-en-ciel, que vous avez ici, qui elle est assez rare. Dans les éléments, on a des nœuds de Salomon, des tresses très bien représentées. Et puis au centre, on a un embléma, un panneau central, un tableau central figuratif qui est entouré d'une magnifique tresse rouge, jaune et verte. Ce qui nous intéresse ici, c'est donc surtout ce panneau central, particulièrement bien préservé, qui propose une représentation tout à fait intéressante. Alors vous avez ici un couple de personnages. À droite, un personnage féminin, de dos, accroupi, avec un vêtement bleu, qui nous montre ses fesses, qui sont appuyées sur son talon. Elle tient dans sa main droite le thyrse de Dionysos. Elle est en train d'être enlacée par un personnage masculin à la peau sombre, qui a le dos un peu voûté, qui possède un vêtement rouge et orange. On remarque une petite queue en tire-bouchon située à l'arrière. Un petit détail ici aussi, c'est qu'il a le phallus en érection. Et on est ici en fait sur la représentation d'un côté d'une Ménade, le personnage féminin de la Suisse de Dionysos, qui est en train d'être surprise, attrapée, capturée par un satyre, un personnage également issu de la suite de Dionysos. Alors ce type de couple satyre-Ménade est assez classique dans les représentations antiques. On les retrouve notamment sur des mosaïques, ici des mosaïques tunisiennes que vous avez à gauche, dans cette constitution, la Ménade de dos accroupi, le satyre qui vient la surprendre, l'attraper. La comparaison la plus belle provient sans doute de la peinture de la Maison des Épigrammes, où on retrouve exactement le même système avec notre Ménade de dos accroupi avec son vêtement bleu et le satyre qui vient l'enlacer, la Ménade qui essaye de le repousser, cette fois-ci de son bras gauche. Donc scène classique qui rappelle généralement que la Ménade est surprise par le satyre qui essaye de la violer, mais dans la tradition, la Ménade se défend, le satyre est un peu gauche, et généralement il trébuche, il tombe, ou il n'arrive pas forcément toujours à ses fins. Dans notre mosaïque, les choses sont un petit peu différentes. Tout d'abord, la Ménade et le satyre s'enlacent. On n'a pas ici une scène où on repousse le satyre, au contraire, il est totalement accepté. Il est accepté à tel point que les deux visages se confondent presque l'un et l'autre, les yeux sont au même niveau et forment un nouveau visage. On est ici dans une scène où les deux personnages s'embrassent et on n'est pas du tout ici dans une scène de surprise ou dans une scène de peur. L'autre particularité, c'est que notre Ménade, dans son bras gauche, elle tient un objet un petit peu spécifique. Si on zoome, on se rend compte qu'elle tient un masque de théâtre tragique, qu'elle semble enlever et porter au-dessus d'elle. Vous avez quelques comparaisons sur le côté. On peut apprécier ici aussi les deux visages qui s'enlacent, qui s'embrassent pour n'en former plus qu'un, qui constitue ici plutôt un vrai baiser d'amoureux, entre guillemets, qu'une scène de viol réalisée dans un décor bucolique. Au final, comment interpréter cette mosaïque ? À mon sens, mais l'interprétation reste à discuter, on est ici non pas sur la représentation d'un viol, mais sur la représentation d'un désir
accomplie entre deux personnages. Généralement, la scène du satyre et de la Ménade, elle est considérée comme une représentation du passage pour la jeune fille à l'âge adulte par le mariage, qui est généralement un mariage forcé, en tout cas non consenti, non amoureux, et qui constitue souvent un acte un peu traumatisant, on peut s'en douter. Et donc cette scène du satyre à la Ménade est une allégorie en fait du passage de la vie de jeune fille à la vie de femme dans l'Antiquité. Elle est souvent donc non consentie et violente. Ici, c'est l'inverse, elle est voulue. Et le fait que cette Ménade enlève son masque, le masque étant souvent l'emblème de l'ubiquité, elle peut justement, au lieu d'enlever ce masque tragique, ce masque de peur, en tout cas au lieu de le porter dans une scène classique, elle l'enlève pour s'abandonner totalement à ce satyre qui vient l'embrasser et l'enlacer. On pourrait imaginer ici que le propriétaire, plutôt que de représenter une scène classique, a choisi, pourquoi pas, de représenter, sous la forme d'un clin d'œil, peut-être le fait qu'il s'est marié d'amour avec sa femme, pourquoi pas, ou en tout cas de faire un clin d'œil à une histoire d'amour réel et non pas à une histoire commune, classique, convenue, d'un mariage arrangé entre deux familles. Autre élément particulier ici, c'est le décor, le fond du tableau. On l'a vu précédemment dans la mosaïque de Dionysos, qu'on a un fond blanc généralement, ce qui est classique dans l'essentiel des mosaïques du monde romain. Ici, le fond n'est pas blanc, il est entièrement traité. Il est même traité d'aplats de couleurs qui sont disposés de manière un petit peu brutale. On retrouve en haut à gauche un petit bâtiment avec une fenêtre, une toiture. On a ici des aplats de couleurs bleues qui pourraient peut-être laisser supposer le passage d'un cours d'eau. Ici, peut-être une cruche renversée avec du vin qui coule. Et puis là, on a des formes jaunes ou vertes qui, pourquoi pas, pourraient faire penser à un paysage. Ce qui est surtout surprenant, c'est l'aspect presque moderne, finalement, de cette représentation. On s'imaginerait plutôt une mosaïque contemporaine faite par un artiste inspiré d'autres artistes en peinture, mais pas du tout. On est véritablement sur une scène romaine et c'est tout à fait unique, exceptionnel. On n'a pas de comparaison dans le monde romain pour ce type de traitement. On a un peu du mal à l'interpréter, sans doute un paysage bucolique dans lequel se passe cette scène d'embrassade, de baiser. Pourquoi pas peut-être imaginer ici que le cours d'eau représente le Rhône et que ce qu'on retrouve en face avec ce bâtiment au sommet d'une colline pourrait représenter Vienne avec son grand sanctuaire au sommet de la colline de Pipée, mais ça reste une interprétation toute personnelle évidemment. En tout cas, au niveau des comparaisons, la seule comparaison disponible est une mosaïque du IIe siècle également, découverte à Tarente cette fois-ci. On retrouve une Ménade et un satyre. Le satyre surprend la Ménade en sortant d'une grotte. On a justement la représentation de cette grotte par aplat de couleurs, mais on est ici vers quelque chose de beaucoup plus réaliste. En tout cas, on n'est pas non plus véritablement sur la représentation donc, de la mosaïque de Sainte-Colombe, qui reste ici, encore une fois, un unicum à l'échelle du monde romain et qui est particulièrement exceptionnelle et intéressante, en tout cas, à analyser. Alors, pour terminer cette présentation, très rapidement, le quartier va être incendié au tout début du IIIe siècle après Jésus-Christ, une nouvelle fois. Cette fois-ci, l'incendie est volontaire, les maisons et les bâtiments ont été intégralement vidés, on n'a rien retrouvé à l'intérieur, ou quasiment rien. Et à l'issue de cet incendie, le quartier est totalement abandonné, comme toute la rive droite de Vienne. On a donc véritablement, de manière extrêmement tôt, au début du IIIe siècle, une régression urbaine, où ces quartiers périphériques commencent à être abandonnés, les maisons vidées, incendiées, et seuls les bords de voie continuent d'être occupés avec des boutiques qui sont reconstruites le long de la voie, et notamment la boutique, à cette époque, d'un faux monnayeur dont on a retrouvé les moules cachés dans un vide sanitaire. Une centaine de moules découverts. Alors, ce n'est pas vraiment de la fausse monnaie, dans le sens où ce n'est pas vraiment un faussaire, c'est plutôt de la monnaie de complaisance, c'est-à-dire qu'on est au IIIe siècle dans une crise de la monnaie, et finalement, l'État délègue aux cités la capacité de frapper, ou en tout cas de copier des monnaies, puisqu'on a véritablement un manque de numéraire. Passé le IIIe siècle, eh bien, à partir du IVe, au IIIe siècle, donc si les maisons sont abandonnées, le bâtiment public, lui, semble continuer d'être en activité. Et il faut attendre le IVe siècle pour qu'il soit totalement abandonné et remplacé. En tout cas, on vient installer à l'intérieur de ce bâtiment public un petit grenier à grains qui doit participer à l'activité économique le long du Rhône.
Et puis, à partir du 7e, 8e siècle, tout est abandonné et on vient installer une nécropole avec une cinquantaine de tombes qui sont aménagées au centre de la place publique, selon une modalité qui est assez fréquente à Vienne. Généralement, ces nécropoles sont associées à des petits lieux de culte. Ici, pas de lieu de culte, mais on vient sans doute récupérer l'espace encore marqué dans le paysage de ce bâtiment public pour en faire un cimetière. Ce qui est intéressant en tout cas, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on passe de manière assez brutale, entre le 2e et le début du 3e siècle, d'un quartier fleurissant, riche, avec des belles maisons, des bâtiments publics, des boutiques, à un quartier qui est totalement vidé, mis à part quelques boutiques le long des voies. Et il faut imaginer, en tout cas tenter d'imaginer à quoi devaient ressembler ces faubourgs urbains du 3e siècle, à moitié abandonnés, à moitié occupés, alors que le centre intramuros, lui, continuait d'être en activité totale. C'est une vision de la ville finalement assez surprenante, assez peu étudiée et qui mériterait d'être un petit peu plus creusée. Et en tout cas, c'est finalement l'histoire assez classique de la fin d'un quartier urbain à Vienne, comme dans le monde romain. Voilà, j'ai fait mon heure et quart. Je vous remercie de votre attention et je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Merci pour ce panorama rapide, mais en même temps très synthétique. Et j'avoue que je suis assez bluffé par la qualité des découvertes, même si j'en avais entendu parler. C'est quand même un cas très rare, mais qui montre aussi l'intérêt de ces grandes fouilles préventives qui bénéficient de moyens importants en termes financiers, de personnel. Mais évidemment, ça le mérite largement. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision? Oui? Oui, quand vous parlez des étages habités autour du forum de la Grande Place, vous indiquez, si j'ai bien compris, que c'était alimenté en eau. Or, l'eau, elle montait par pression de la rue et elle était alimentée comment? Est-ce qu'il y avait un système d'aqueduc qui amenait l'eau de beaucoup plus loin des monts du Vivarais ou comment ça se passait là? Alors oui, il y a tout un système d'aqueduc à Vienne qui fournit la ville en eau dès l'époque augustéenne. En rive droite du Rhône, on n'en a jamais retrouvé trace, mais les hypothèses actuelles sont soit qu'il n'a jamais été mis au jour mais qu'il existe, soit plutôt que les deux ponts qui traversent le Rhône à Vienne auraient été également des ponts aqueducs qui auraient permis justement aussi d'amener l'eau courante, puisque en rive droite du Rhône, on a déjà mis au jour plus de 4 thermes monumentaux, donc on devait avoir de toute façon en tout cas voilà, un approvisionnement en eau particulièrement important. Et moi, ce que je trouve surtout intéressant dans cet approvisionnement en eau, ça montre finalement le confort de ces appartements. On a toujours, et on dit toujours que finalement l'eau courante dans les maisons à l'époque romaine, en Gaule, c'est uniquement pour les riches et pour les bassins, et que les autres, ils vont à la fontaine. Ben là, on se rend compte que dans des appartements qui sont destinés à la classe moyenne, sans doute, si on peut utiliser ce terme, de la ville de Vienne, on a des aménagements de confort importants avec de l'eau courante qui arrive dans la maison et qui permet de cuisiner, de se laver. Ce qui est tout à fait, à mon sens, exceptionnel. Et puis, il ne faut pas imaginer que ces appartements, c'est une sorte d'unicum autour de cette place. Ça fait un moment que je travaille sur cette problématique, et que ce soit à Lyon, à Vienne, à Avenches, à Aoste, ou dans toutes les grandes villes, je pense, en fait, de Gaulle, l'essentiel des habitats devait être sous cette forme en étage, en hauteur, et malheureusement, ils ont totalement disparu, et ils sont très difficiles à mettre en évidence, mis à part dans ces cas exceptionnels où la totalité des vestiges sont conservés. Oui, madame. Alors, l'avenir du terrain et du mobilier. Alors ça a été une vraie problématique pendant toute la fouille et après. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que la fouille elle a été classée découverte exceptionnelle par le ministère de la Culture, ce qui nous a permis d'avoir des moyens financiers beaucoup plus importants pour justement prélever toutes les mosaïques, prélever tous les objets. Il y a eu un vrai questionnement sur la possibilité de classer le site aussi en découverte exceptionnelle et d'arrêter la fouille. Finalement, la décision a été prise de terminer le chantier et de continuer le projet. À mon sens, c'était la meilleure solution parce que ça nous a permis de fouiller correctement ces vestiges, en fait, avec les moyens adéquats. Et donc, tout ce qui est important a été prélevé.
Tous les objets sont aujourd'hui au musée de Saint-Romain-en-Galles. Les mosaïques sont quasiment toutes terminées d'être restaurées. Elles ont été présentées en partie l'année dernière. Et toutes les collections vont être... en fait, le site a été tellement important dans sa quantité d'objets que le musée de Saint-Romain-en-Galles est en train d'être intégralement reconstruit pour faire une nouvelle aile qui va accueillir tous les objets. Donc il y aura une exposition permanente, en tout cas une exposition temporaire, pardon, à partir de 2026-27 au moment de la réouverture du musée. Et puis ces objets glisseront ensuite dans les collections permanentes. Donc on a aussi la chance ici d'avoir un programme qui, du terrain jusqu'à l'exposition des objets, a très bien fonctionné. On a eu de la chance que tout le monde travaille bien ensemble. Et c'est aussi ça assez exceptionnel finalement. Moi, j'avais une question sur les propriétaires, là, les riches habitants là, des Domus à Trium et Péristyle. Donc, est-ce qu'on a une idée de l'origine de leur richesse? Est-ce que ce sont des propriétaires terriens ou est-ce que ce sont des gens qui se sont enrichis dans le commerce, ou les deux, en raison de la proximité de ce marché de détail C'est toujours compliqué de répondre à cette question, d'autant plus que malheureusement pour nous, ces maisons, elles ont été totalement vidées. Donc on avait très peu d'objets à l'intérieur. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Vienne, en tout cas dans la plupart des grandes maisons aristocratiques, on retrouve une prédominance de la thématique dionysiaque, et notamment de tout ce qui concerne le vin. Et on sait que les Allobroges, comme je vous en ai parlé, sont des grands producteurs de vin, un vin extrêmement réputé, et on peut imaginer que dans l'Antiquité, la terre étant l'essentiel, en tout cas l'élément fondateur de la richesse, on est ici sur des propriétaires terriens qui exploitent du vin à un moment donné. Mais justement, ce qui est passionnant dans ce complexe qui est situé à côté, c'est qu'on est véritablement ici, et on le voit assez bien en Italie dans certains complexes, sur un des éléments qui vient augmenter la richesse de ces aristocrates qui ont en soi pas le droit de travailler, pas le droit de faire d'artisanat, pas le droit de faire de commerce. En revanche, ils peuvent investir dans l'immobilier. Et la solution pour eux, c'est d'investir dans des grands complexes, dans des immeubles qui vont louer. Cette location va leur apporter beaucoup d'argent et va permettre de mettre en place des affranchis, des esclaves qui vont travailler en leur nom à l'intérieur. Donc sans doute, ces propriétaires jouissent de cette dualité du commerce avec prête-nom et bâtiment, et évidemment de l'exploitation de la campagne viennoise et de tout le territoire allobroge. C'est un peu le supermarché de l'Antiquité, quoi. En tout cas le centre commercial de l'Antiquité. Oui. Alors là, l'incendie, je pense qu'en tout cas, les incendies dans l'Antiquité, dans le monde urbain, ils sont extrêmement fréquents. La ville, elle brûle très souvent, en permanence. On a beaucoup de textes sur cette logique-là. Ici, on peut tout à fait être sur un incendie accidentel, ce qui est tout à fait possible, hein, d'autant que, si je remets le plan de la place de marché, d'autant que, grosso modo, on se rend compte quand même, à l'échelle du quartier, que l'incendie semble prendre, en tout cas les secteurs les plus incendiés et rubéfiés, c'est vraiment ce secteur qui est ici, sans doute autour de l'atelier de potier, alors ça vient peut-être de l'atelier de potier, alors que la partie qui est de ce côté et les parcelles qui sont ici sont beaucoup moins incendiées. Après, ça peut être lié aussi à une problématique militaire, du coup, on ne sait pas finalement. Mais justement, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'après cet incendie, on pourrait imaginer, comme vous dites, qu'on change de modèle urbain, qu'on laisse plus d'espace entre les bâtiments et qu'on arrête de construire en terre et bois. En fait, la phase suivante, elle est encore plus dense dans son occupation et on continue d'utiliser les mêmes éléments. En fait, je pense que l'incendie urbain doit être totalement conscientisé par les populations antiques. Ils savent que ça peut brûler de temps en temps. Ils essayent de faire en sorte que ce soit le moins possible. Mais au final, ici, on est vraiment sur un îlot qui est totalement, en tout cas, voilà, totalement occupé. Les bâtiments se touchent. On a des petits vides sanitaires entre eux, mais qui sont très étroits, qui servent surtout à évacuer l'eau, en fait, et pas du tout à être des contre-feux. Donc, je ne pense pas que non, ça ait procédé au changement de modèle urbain. Le changement de modèle urbain, il est lié à la crise du IIIe siècle, qu'on explique un petit peu mieux maintenant, mais qui est quand même toujours encore un peu énigmatique. Et du coup, on est plutôt dans un modèle c'est peut-être un changement de société plutôt qu'une volonté d'aller à l'encontre de ces logiques d'incendie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est vraiment sur un marché de détail, là, c'est pas du semi-gros, c'est du détail, a priori. Ouais, je pense que c'est la dernière étape, celle qu'on n'a jamais justement en fait.
Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on connaît les grands négociants par les inscriptions, on connaît les propriétaires terriens, les espaces de production, les bateaux qui transportent, mais rarement finalement les boutiques où le détail se fait, en tout cas la vente se fait au final. Et là on est vraiment, oui je pense, sur cette logique-là. Après ce que je n'ai pas précisé, c'est que sur le complexe, dans la deuxième phase, ici j'ai l'impression, en tout cas on a restitué un espace de production vinicole, c'est-à-dire qu'on a un bac de fouloir, un petit pressoir qui est installé ici, et sans doute ici un chez Adolia qui est aménagé sur le côté. Donc on a aussi sans doute une production viticole qui se fait à l'intérieur et qui vient aussi alimenter les boutiques. Et ça, c'est assez fréquent. À Pompéi, on retrouve des auberges qui ont des petites installations vinicoles. Et on sait par les textes qu'on peut acheter le raisin sur pied dans les domaines directement pour vinifier ailleurs. Donc on est oui, vraiment sur un complexe de détail final et qui est nécessaire, qui vient finalement contrebalancer celui des maquelas où on vend viande et poissons et qui surtout devait servir à installer les marchés alimentaires nécessaires à alimenter la ville. Et peut-être que celui-ci, on en a peut-être d'autres à Vienne, hein, c'est pas si grand que ça pour une population viennoise qui doit atteindre les 30 000 habitants. Donc en tout cas, c'est intéressant de le mettre en évidence. Et puis sur sa position au carrefour des voies d'accès, au carrefour du Rhône, on est vraiment aussi là sur un point qui est pratique et facile pour l'alimenter, en tout cas pour l'approvisionnement, autant que pour l'installation de marché. Oui, madame ? Alors, il est extramuros, mais il n'est pas du tout excentré, dans le sens où donc Vienne est installée ici. Vienne, en tout cas, la partie intramuros est reliée à la partie extramuros, mais on est sur un tout urbain, par deux ponts, un pont qui est implanté ici et un pont qui est implanté là. Au contraire, Pardon ? Après, on peut imaginer qu'on avait des marchés de l'autre côté, mais là, on a un quartier qui est densément peuplé. Hein, et donc, en fait, l'extension urbaine, c'est toute la partie en jaune du quartier qui est fouillé. Donc, on est au cœur d'un quartier qui est densément peuplé. Et à mon sens, on devait peut-être avoir d'autres aménagements de ce type ailleurs. C'est la première fois qu'on en trouve un. Je pense que ce n'est pas le seul, hein, encore une fois. Mais au moins, c'est la première fois qu'on arrive en identifier un, de manière concrète. Mais au contraire, il est très connecté. Il est connecté à la voie de Narbonnaise qui arrive ici, qui continue de ce côté et qui traverse de ce côté-ci. Et il est connecté au pont, il est même dans un des hubs de circulation finalement de la ville de Vienne. Pas vraiment, étant donné que, comme vous le voyez ici, le marché alimentaire, il est là, mais là, tout ça est occupé, en fait. Hein. On a des domus, des appartements, on a tout un ensemble, en fait, d'habitats qui fait qu'on n'est pas du tout isolé en extérieur de ville. Encore une fois, on est, à mon sens, en cœur de ville. Le Rhône étant le cœur de la ville, en fait, de la ville en elle-même, pas de la ville politique, mais on est au cœur de la ville économique, même ici, je pense. Que finalement, c'est une sorte de forum économique qui fait contrepoids au forum public qui est situé de l'autre côté, à mon avis. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il est déjà 21h30, donc on va libérer notre conférencier et le remercier encore pour cette présentation passionnante.